Donc maintenant, je vais vous présenter donc, mon projet de thèse que je réalise depuis janvier dernier à l'Université catholique de Louvain, donc sous la direction des professeurs François Lambotte et Cédric Ferron, qui vise à étudier les communautés d'expertise au sein des forums santé de Doctissimo. Donc je vais d'abord commencer par une petite mise en contexte. Donc mon projet s'ancre dans les mutations que connaît le secteur des soins de santé à l'heure actuelle. Comme on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises lors de cette journée, il y a un désir croissant de conscientiser les individus par rapport à leur état de santé. Donc, avec les impératifs économiques, on demande aux patients de s'impliquer de plus en plus dans sa santé, de s'informer sur Internet. Et parallèlement à cela, il y a aussi une grande popularité du web collaboratif. Et donc, progressivement, on assiste, on l'a déjà mentionné tout à l'heure, à une redéfinition de la relation patient-médecin. Donc, c'est l'émergence du patient expert. Alors, ce patient expert, dans la littérature, en général, on dit qu'il est avide de s'informer sur sa condition médicale, qu'il acquiert une certaine expertise au travers de ses expériences personnelles, de ses recherches personnelles sur la toile. On parle aussi d'un certain savoir patient. Et alors aussi, c'est très important à signaler que le patient expert se réapproprie les connaissances biomédicales en les confrontant avec son expérience personnelle des soins et des médicaments. Et alors, de façon générale, sur les réseaux sociaux et donc sur les forums de Doctissimo, il faut savoir que ce type d'information est plus fortement valorisé par les utilisateurs. Et donc, comme le mentionnent certains auteurs, le témoignage, grâce aux technologies du web collaboratif, prend une véritable valeur informative. Alors donc, ma thèse porte donc sur les données du site Doctissimo. Donc, Doctissimo, c'est le site de français le plus visité pour le domaine de la santé. Donc, c'est un site qui s'adresse à des non-spécialistes. Alors, il a une communauté d'utilisateurs très dynamique. Sur la plateforme Doctissimo, on annonce un total de 300 millions de messages, 22 millions d'utilisateurs. Et alors, là, c'est une source d'information qui est relativement facilement accessible et de façon anonyme. Ce qui explique aussi pourquoi elle a un certain succès. Mais que pensent les utilisateurs de ces plateformes? Donc, il faut savoir que l'utilisation d'Internet ne supplante pas les consultations chez un médecin spécialiste. C'est toujours une source d'information parallèle. Et alors, les plateformes, comme on l'a déjà aussi signalé, donc elles sont utilisées pour collecter des informations, partager ses émotions, son ressenti par rapport à la maladie ou d'autres thématiques de santé en général. Et donc, comme le mentionne Hélène Romeyer, le forum a l'avantage de se placer du côté du patient et non du côté de la science. Mais qu'en pense le monde médical de ces changements? Alors, il y a des points positifs, c'est que ça va de pair avec le désir d'autonomiser le patient, car il peut aller rechercher lui-même ses informations sur Internet. Mais il y a aussi des problèmes parce que le patient est confronté à des difficultés lorsqu'il s'agit de rechercher des informations fiables, de mettre en application les informations qu'il lit sur Internet et de les confronter. Et donc, de façon générale, je pense qu'on peut être assez d'accord avec le fait que la communauté médicale remet en cause la fiabilité des informations publiées sur les communautés comme Doctissimo. Alors, quel contrôle dans l'information est opéré sur ce type de communauté? Donc, je ne sais pas quelle est la situation ici au Canada, mais en France, il est légalement interdit de mentionner des noms de praticiens ou de faire des consultations en ligne. Donc, notamment sur Doctissimo, si vous postez un message et que vous vous présentez comme un médecin, vous allez d'office être écarté par les équipes de modération parce que vous ne pouvez pas vous présenter comme étant un médecin et mettre, par exemple, l'adresse de votre cabinet sur un message. Alors, sur Doctissimo, il y a aussi quelques doctérateurs qui sont en charge de la modération des débats, qui vont intervenir si parfois ça dérape un petit peu. Mais Doctissimo se dédouane très facilement de cette tâche en précisant dans ces conditions que, en raison du volume des informations publiées, Doctissimo n'est pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu'il stocke, ni à une obligation de garantie concernant l'exactitude, la probité ou l'honnêteté des informations publiées par les utilisateurs. Donc ça, c'est une information qu'on ne voit pas nécessairement quand on s'inscrit. Et donc, il y a aussi un certain contrôle de l'information qui est opéré, mais uniquement sur la base de la productivité des utilisateurs et non sur leur fiabilité.
Donc, sur Doctissimo, au plus vous postez, au plus vous allez être présenté comme un Doctino d'argent, d'or. Mais il n'y a aucun contrôle par rapport au contenu que vous postez. Si vous postez tout le temps « bonjour, ok, merci », vous allez grimper dans l'échelle, vous êtes présenté comme un Doctino d'or, alors qu'en fait, vous ne postez pas de contenu très pertinent. Et alors, donc, ce qui pousse certains chercheurs à dire que l'anonymat renforce une certaine horizontalité en mettant tous les utilisateurs à même pied d'égalité, car on ne peut pas très facilement distinguer qui est expert de qui ne l'est pas réellement. Alors, quelle solution apporter à ce constat? Alors, comme on l'a déjà souligné, l'utilisation de plateformes collaboratives favorise la constitution de différents types de communautés, et les productions textuelles constituent des traces de l'activité collective. Et alors, le forum devient alors un document numérique, dynamique, produit collectivement de manière interactive. Mais comment exploiter les traces laissées par l'utilisation de ces plateformes? Alors, on peut d'une part utiliser les traces laissées lors de l'interaction, c'est ce qu'on appelle plus communément les logs d'interaction. Donc, un utilisateur a posté un contenu à telle date, tel utilisateur a répondu à telle date, un utilisateur a liké le commentaire d'une personne sur la plateforme. C'est en général ce qu'on fait lorsqu'on analyse les communautés en ligne, mais on peut aussi s'attarder sur le contenu de l'interaction. Et donc là, on va plus s'intéresser à l'analyse linguistique et utiliser des techniques automatisées pour essayer d'extraire automatiquement le contenu qui nous intéresse. Alors, pour faire un rapide état de l'art, en général, donc, comme je viens de le mentionner, on se concentre essentiellement sur des analyses de graphes. Donc, c'est l'analyse des interactions entre les utilisateurs. Quel utilisateur répond à quel autre. Mais on se limite en général à des analyses de surface. Donc justement, on va s'intéresser par exemple au temps de réponse ou au fait que la personne après va utiliser des mots qui sont plus ou moins similaires avec le contenu mentionné auparavant, mais il n'y aura pas une analyse linguistique vraiment fine des débats. Et alors aussi, ce que j'ai constaté lorsque je faisais une petite revue de littérature, c'est que ça se concentrait souvent sur des échanges en milieu professionnel. Donc typiquement, c'était les forums de programmation, parce que les personnes sont plus ou moins compétentes dans un langage de programmation particulier. Donc c'est déjà un domaine spécialisé en soi. Et donc du coup, ça se distingue un petit peu de Doctissimo, parce que sur Doctissimo, tout le monde peut poster. Il peut y avoir des médecins, comme il peut y avoir des personnes qui ne connaissent pas grand-chose à la médecine, mais qui ont juste des informations à faire valoir de par leur expérience personnelle. Alors maintenant, donc, je vais présenter ma recherche. Donc, un des objectifs, c'est de modéliser donc, la notion d'expertise en étudiant les interactions au sein des forums santé de Doctissimo. Donc, il faut savoir que sur Doctissimo, il y a beaucoup d'autres forums, mais là, dans le cadre de ma recherche, je vais me concentrer uniquement sur les forums liés à la santé. Alors, donc, d'un point de vue donc, interactionnel, donc c'est justement modéliser les échanges sous la forme de graphes, donc c'est analyser les messages, les réponses, etc., comme je l'ai dit tout à l'heure. Et alors aussi, donc, d'un point de vue linguistique, en s'intéressant plus spécifiquement au lexique, à la syntaxe et à l'analyse du discours. Et alors, je trouverais intéressant de voir dans quelle mesure ces deux analyses se recoupent, se complètent ou alors divergent dans leurs résultats. Alors ensuite, lorsque j'avancerai dans ma recherche, je voudrais donc établir une typologie des différentes formes d'expertise qui s'expriment sur les deux communautés comme Doctissimo. Et alors aussi, je voudrais donc m'interroger sur les procédés mis à l'œuvre par les utilisateurs pour juger de la fiabilité d'une information sur Doctissimo. On va voir sur quelle information il se base pour déterminer si le contenu posté par l'utilisateur est fiable, s'il regarde son rang, par exemple sur Doctissimo, son avatar, son pseudo, ou des choses comme ça. Et alors ensuite, à la fin, donc, ce serait donc de modéliser informatiquement toutes ces observations pour permettre à un programme informatique de catégoriser la production d'un utilisateur comme étant plus ou moins expert dans un domaine de la santé. Donc là, c'est pour représenter de façon un peu graphique ma problématique de recherche. Donc, comme je le disais, donc, il y a des échanges au sein d'une plateforme qui mènent à la constitution d'une communauté. Et cette communauté crée un ensemble de connaissances qui pourraient être valorisées. Et alors, donc, il y a plusieurs tuiles que je pourrais utiliser pour arriver à un modèle de l'expertise qui sont le vocabulaire, la référence à des connaissances personnelles, la référence vers des ressources externes comme des URL, des articles scientifiques ou des choses comme ça. Le réseau, donc c'est les personnes qui se mentionnent les unes les autres. Par exemple, tu as un problème dans tel domaine, je connais une personne qui a déjà vécu ça dans sa vie, je la mentionne sur la plateforme pour qu'elle puisse t'aider. Les émotions aussi, donc si les personnes expriment ne sont pas d'accord avec quelque chose qui est exprimé sur la plateforme, c'est aussi important de pouvoir le détecter pour dire, OK, il y a des contradictions, des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que la personne auparavant a mentionné.
La validation aussi, donc les personnes qui vont remercier les personnes pour leur aide ou comme quoi leur commentaire les a aidés. Et donc, toutes ces tuiles permettront ensuite de graduer à un certain niveau d'expertise, donc de dire si cet utilisateur est très expert, moyennement expert ou pas expert dans ce domaine. Alors, donc, une des hypothèses, c'est que les sites tels que Doctissimo constituent un lieu de discussion entre des contributeurs dont les niveaux d'expertise varient. Donc, forcément, les utilisateurs ne peuvent pas être experts dans tout. Ils sont experts dans certains domaines de la santé liés à leur expérience personnelle. Et donc, ces domaines sont différents, mais ils sont complémentaires. Et alors qu'une analyse linguistique des formes d'appropriation du registre de l'expertise permettrait de mieux percevoir les mécanismes sous-jacents à la constitution de communautés d'expertise. Alors maintenant, je voudrais vous parler donc des données sur lesquelles je vais travailler. Donc, comme je vous l'ai mentionné, c'est sur les forums santé du site de Doctissimo. Donc, dans le cadre d'un partenariat avec le Centre de traitement automatique du langage, donc c'est un centre auquel je suis rattaché, un des promoteurs et directeurs. Il y a un partenariat qui a été conclu donc avec Doctissimo, et Doctissimo nous a donné accès à tous les messages postés sur le forum santé de la plateforme. Donc, dans le forum santé, il y a 87 sous-forums, donc 87 thématiques liées à la santé. Ça constitue un énorme corpus de 22 millions de messages qui s'étend des années 2000 aux années 2016. Et alors, il y a 560 000 utilisateurs actifs sur la plateforme. Alors, il faut savoir que quand vous demandez à Doctissimo de supprimer votre profil, Doctissimo a supprimé votre profil, mais nous, on a encore récupéré les messages. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui les a postés, donc ils sont anonymisés. Mais donc là, dans les calculs, c'est uniquement les utilisateurs actifs, entre guillemets, qui n'ont pas demandé à supprimer leur compte. Et alors, pour moi, c'est très important de souligner que ce sont des données authentiques, spontanées, donc on n'a pas demandé à interviewer des gens, donc c'est des gens qui ont écrit des messages sans savoir. Et donc, les outils que je compte utiliser, donc forcément, vu la masse de données, il sera impossible de tout traiter manuellement. Donc, c'est d'utiliser des traitements algorithmiques et des techniques de traitement automatique du langage, d'analyse linguistique automatisée. Et par exemple, ce serait pour analyser la terminologie, les mots que les personnes utilisent sur les forums, la syntaxe, comment ils forment leurs phrases, ou alors des éléments d'analyse du discours. Alors, je vais d'emblée parler de quelques pistes de valorisation. Donc, d'une part, pour l'animateur de communauté, ça pourrait être de Doctissimo. Ça pourrait être intéressant d'identifier les groupes de compétences qui sont présents sur la plateforme, d'étudier leur évolution au fil du temps, voir s'il y a certaines thématiques qui deviennent très populaires à certains moments ou au contraire qui sont en déclin. Et d'analyser aussi le comportement des utilisateurs. Donc, par exemple, est-ce qu'ils se dispersent entre des sous-forums ou est-ce qu'ils ont tendance à tout le temps poster dans le même forum lié à la santé? Alors, pour les utilisateurs, cela permettrait aussi de classer le contenu. Donc, quand vous faites une recherche sur Doctissimo, le problème est que vous recevez tous les messages en lien avec votre question de recherche et vous devez vous-même aller rechercher quels messages, quels utilisateurs sont les plus pertinents pour telle thématique de la santé. Et donc là, le but, ce serait de proposer un petit indicateur visuel qui permettrait d'afficher, tiens, ce message dans le flux de discussion, vous devriez peut-être y prêter attention parce que l'utilisateur a l'air d'avoir une certaine expertise dans le domaine. Et donc, c'est donc un guidage qui, pour l'instant, n'a pas vraiment été proposé. C'est proposé parfois sur les sites de programmation, par exemple, mais là, c'est les utilisateurs qui sont chargés de noter les contributions en mettant un j'aime sur la plateforme. Sur Doctissimo, cette fonctionnalité est implémentée, mais je ne sais pas trop pourquoi elle n'est pas du tout utilisée. Je pense que c'est parce que Doctissimo l'a ajouté très tardivement et que les utilisateurs n'en ont jamais fait usage. Alors, pour le contributeur, donc la personne qui contribue à la plateforme, ça pourra aussi lui permettre d'avoir un certain retour de soi quant à son activité sur la plateforme. Ça pourrait l'encourager de savoir qu'elle est considérée comme expert dans tel ou tel domaine. Cela permettra aussi de lui recommander du contenu. Par exemple, lui dire, voilà, une personne a posé une question dans ce domaine. En général, vous répondez à ces questions qui sont liées à cette thématique. Donc, ça permettra de rendre les échanges plus efficaces. Alors maintenant, je vais vous présenter brièvement les briques technologiques que j'ai déjà développées. Alors donc, d'une part, j'ai développé donc des métriques qui sont purement liées à l'activité. Donc c'est par exemple le nombre de messages postés par un utilisateur, le nombre de sujets qu'il a initiés. Donc c'est important de voir si l'utilisateur crée plutôt des sujets pour poser des questions ou s'il a plus tendance à répondre à d'autres utilisateurs. Alors il y a aussi le taux de dispersion dans les différents forums. Donc est-ce que la personne se concentre sur un ou deux forums ou est-ce qu'elle a tendance à poster un peu dans tous les forums de la plateforme?
Et alors, le volume d'activité en fonction du temps, comme on le verra, il y a des personnes qui sont assez stables dans leur activité. Il y a des personnes qui étaient très productives à un moment et puis qui ne sont plus jamais revenues sur la plateforme. Et donc, par exemple, ici, c'est un petit graphique pour vous montrer donc, le nombre de messages postés. On voit ici qu'il y a énormément de personnes donc ici qui postent uniquement un seul message sur la plateforme. Donc, c'est quand même énorme. On est près de plus à plus de 200 000. Donc, en haut, ils postent un message, mais après, ils ne répondent même pas aux personnes. Donc, ça permet déjà d'évacuer un certain volume de messages qui ne peuvent pas être considérés comme issus d'un expert, étant donné qu'il n'a posté qu'un seul message. Et alors ensuite, pour la dispersion entre les sous-forums, ce qu'on constate, c'est que les utilisateurs ont très fortement tendance à ne poster que dans un seul forum. Donc en général, ils s'inscrivent sur Doctissimo, ils postent dans un forum, et on voit que ça décroît très fortement. À partir de 2, il y a une dégringolade importante dans les chiffres. Alors à côté de cela, il y a donc les métriques plus linguistiques. Alors là, ce sont encore des métriques de base, parce qu'il faut le temps un peu de démarrer, de collecter les données, de les structurer. Mais pour l'instant, j'ai commencé à calculer le nombre moyen de mots la longueur moyenne des messages d'un utilisateur sous la plateforme. Alors, on aurait tendance à dire que c'est une opération très simple, mais il faut savoir se demander informatiquement, comment est-ce qu'on définirait un mot, comment dire à un ordinateur de découper un mot. Alors, il y a aussi quand on a reçu les messages de Doctissimo, on a reçu toutes les informations, comme par exemple les URL, les émoticônes, qui sont souvent symbolisés par les messages par des parenthèses carrées, avec ensuite le code de l'émoticône. Ou alors, quand la personne répond à une personne, elle va créer une citation, et dans le message, il va apparaître XY a écrit, et on va rementionner le message. Ça, c'est des choses que l'on doit détecter automatiquement pour les supprimer, parce que forcément, ce n'est pas la personne courante qui a écrit le message, elle ne fait que reporter le message qu'une autre personne a rédigé. Donc ça, ce sont tous les petits challenges qu'on doit résoudre avec l'outil informatique. Alors, il y a aussi donc, une métrique qui me semble intéressante, c'était de calculer la longueur moyenne des mots. Donc, est-ce qu'ils utilisent plus des mots courts ou des mots longs? Et donc, comme je le viens d'expliquer, il faut détecter tout ce qui est smiley, les codes utilisés pour la mise en page, pour mettre en gras, centrer le texte, etc. Et alors aussi, il y a tout un travail qui est toujours en cours, qui vise à extraire les concepts médicaux. Donc, c'est avec un programme que j'ai réalisé dans un projet précédent. Donc, c'est un programme, on lui donne les messages d'un utilisateur et il va extraire tous les termes qui sont liés au domaine médical. Mais là, de nouveau, ça ne va pas de soi, parce qu'il y a des termes, il faut pouvoir distinguer les termes courants des termes spécialisés. Donc, par exemple, quelqu'un peut souffrir de gouttes, mais on peut aussi parler de gouttes pour le nez. Donc, c'est deux concepts totalement différents, donc il faut pouvoir travailler là-dessus. Je vous avoue, pour l'instant, là-dessus, je n'ai pas encore travaillé beaucoup. Et alors ensuite, il y a aussi tout ce qui est l'ambiguïté lexicale, donc c'est aussi avec le mot couple, donc c'est ambigu, parfois ça peut faire référence à plusieurs concepts. Et donc ensuite, il y a des métriques plutôt liées donc, à l'interaction. Donc par exemple, c'est tout ce qui est les mentions d'utilisateurs. Donc par exemple, sur Facebook, vous pouvez mentionner quelqu'un en mettant arrobase et puis le pseudo de la personne. Alors sur Doctissimo, vous pouvez le faire, mais de nouveau, les personnes ne l'utilisent pas, donc elles ont tendance à dire coucou XY. Et donc du coup, là, c'est une mention d'utilisateur, mais qui n'est pas balisée systématiquement dans le message. On ne peut pas l'extraire comme ça. Donc de nouveau, j'ai dû créer un programme qui détecte automatiquement les mentions de pseudo dans les messages. Et alors, comme rien n'est facile en informatique, il y a de nouveau des pseudos ambigus avec des mots courants. Donc, par exemple, sur la plateforme, il y a des personnes qui ont choisi le pseudo double face, frisson, pourquoi, je n'y comprends rien. Et donc, du coup, si quelqu'un dit pourquoi est-ce que je dois prendre tel médicament, il ne faut pas associer cette chaîne de caractères à l'utilisateur pourquoi. Donc, c'est toutes des stratégies d'analyse syntaxique qui permettent de désambiguïser les noms d'utilisateurs. Et alors aussi, il y a des personnes qui ont pris des pseudos par exemple James Blunt ou Tim Cook ou Coldplay, et puis après dans un autre forum on va dire j'adore Coldplay, et donc du coup ça risque de poser des problèmes lors du calcul des mentions. Et alors aussi, ce qui est très important, c'est que par exemple si l'utilisateur Damien a écrit un message et qu'il écrit son message et qu'après il signe Damien, alors on doit détecter que la mention de l'utilisateur correspond à la personne qui a posté le message, et donc du coup ne pas extraire la mention. Et alors, ce que j'ai aussi extrait, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la reprise du contenu. Donc, c'est quand quelqu'un répond à un utilisateur sur la plateforme, il peut décider de citer explicitement le message auquel il répond. Et donc, dans ce cas-là, on a un petit historique. XY a écrit, et puis la réponse de l'utilisateur s'affiche en dessous.
Mais donc, ça aussi, ça peut être intéressant de voir est-ce que la personne a tendance à faire référence au contenu de quelqu'un d'autre ou est-ce qu'elle a tendance à directement écrire son message. Et donc là, je voulais vous montrer en gros quelques petits défis. Donc, c'est ce que je disais. Donc ici, vous avez donc un message, donc une citation reprise d'un utilisateur précédent. Et ensuite, vous avez la réponse, enfin ici plutôt un message qui vient s'insérer avec un code qui désigne un smiley qui s'affichera à l'écran quand l'utilisateur postera le message. Et donc, du coup, le programme informatique doit détecter qu'il doit supprimer cette partie-là entre crochets et alors supprimer la mention ici du cry, qui veut simplement dire que c'est un émoticône et qu'on ne peut pas le considérer comme un mot. Maintenant, on pourrait aussi, pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait, mais c'est compter le nombre d'émoticônes dans les messages, voir s'ils sont très expressifs ou si au contraire, ils ont tendance à ne pas utiliser d'émoticônes. Mais pour l'instant, ça, je ne l'ai pas encore fait. Et donc, des métriques que j'aimerais bien mettre au point, donc c'est d'une part de regrouper les utilisateurs. Donc, pour l'instant, j'ai simplement extrait des données de base, mais le but serait de regrouper les utilisateurs en fonction soit du comportement ou des thématiques utilisées. Donc, on peut regrouper toutes les personnes qui parlent de boulimie, par exemple, pour former une grappe de spécialistes dans le domaine. Extraire les formes évaluatives, donc comment les personnes évaluent les réponses d'autres personnes. Si elles se remercient, si elles contredisent le propos, etc. Alors, il y a aussi la mobilisation du vécu personnel. Donc, quand les personnes disent « j'ai vécu la même situation, mon médecin m'a dit que », ou des choses comme ça. Donc, c'est aussi en lien avec donc, la thématique du cancer, etc., dont on a parlé tout à l'heure. Et alors, la justification du propos, pour moi, j'envisage dans cette catégorie tout ce qui est référence à des URL, par exemple, en dehors de Doctissimo, à des articles scientifiques ou des articles de presse, ou des choses comme ça. Donc, tout ce qui sert à justifier le propos d'une personne sur la plateforme. Et alors, forcément, après, dans la séance de questions-réponses, si vous avez des pistes intégrées dans le système, je suis tout à fait preneur. Et donc, le projet dans lequel ma thèse vient s'insérer, ma thèse s'insère dans un projet plus global qui vise à créer des visualisations pour permettre une meilleure intelligibilité des données. Et donc, dans ce cadre, j'ai réalisé un tableau de bord synthétique dans lequel viendront s'insérer toutes les analyses que je produis et que je produirai à l'avenir. Et donc, en gros, c'est une interface qui permet de visualiser les résultats des différents traitements. Et donc, ici, on envisage la visualisation comme un outil de synthèse. C'est une interface interactive qui permet de comparer les différents profils des utilisateurs. Et alors, il y a toujours une passerelle vers les données brutes. Donc, je vais vous montrer un exemple tout de suite après. Vous avez donc une visualisation, mais après, vous pouvez tout de suite aller voir quels sont les chiffres concrets qui ont été utilisés pour créer ces graphiques. Donc, voici en gros le dashboard que j'ai réalisé donc, à l'état actuel. Donc, c'est simplement une interface qui vous permet de visualiser les comportements de différents utilisateurs. Donc, vous pouvez taper un nom d'utilisateur dans le moteur de recherche. Et ensuite, l'utilisateur est associé à une étiquette colorée qui sera utilisée partout sur la page. Donc, par exemple, ici, pour le nombre de messages, on voit par exemple que la personne qui poste le plus de messages sur la plateforme est clairement la personne verte. Et que, par exemple, la personne qui est en mauve, elle se disperse beaucoup plus dans les forums. On voit qu'elle est à 18, donc elle poste dans 18 forums, alors que la personne turquoise est dans un seul forum, donc elle poste tout le temps dans le même forum. Et alors, on voit aussi, par exemple, que la personne en violet initie énormément, beaucoup plus de sujets que, par exemple, la personne en bleu ou la personne en turquoise. Donc, ça permet, en un coup d'œil, de voir un petit peu les différents comportements des personnes sur la plateforme. Alors ensuite, le graphique en dessous vous permet de visualiser quand est-ce que les personnes ont interagi sur la plateforme. Donc forcément, comme les données vont de 2000 à 2016, la période temporelle est énorme, donc le graphique est un peu ramassé. Mais sur la vraie version, si vous passez votre souris, vous avez les chiffres qui apparaissent à l'écran. Et donc du coup, on voit par exemple que la personne en orange, elle a posté au tout début et puis elle a complètement disparu de la plateforme. Mais par exemple, la personne verte est une personne qui est assez fidèle à la plateforme et qui poste depuis assez longtemps et de façon assez régulière. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a toujours moyen d'afficher les données brutes, donc de cliquer sur un bouton pour afficher des tableaux chiffrés qui vous permettent de voir que l'utilisateur il a posté 142 messages, il a initié 142 sujets dans le forum anorexie boulimie et qu'il a posté 510 messages dans le même forum.
Et donc ensuite, sur cette même page, quand vous descendez, vous avez un autre graphique qui vous permet de voir dans quel forum la personne est la plus active. Donc de nouveau, ce sont les mêmes couleurs. Donc ici, par exemple, on voit que, par exemple, le point mauve ici, par exemple, que la personne, elle est, vous ne devez pas beaucoup voir, mais donc elle poste beaucoup dans le forum anorexie boulimie et que c'est elle qui poste le plus dans ce forum, mais qu'elle est aussi active dans beaucoup d'autres forums, comme le forum alcool, tabac, drogue, par exemple, ou alors le forum qui est destiné à l'acné, par exemple. Et donc, du coup, ça permet vraiment de comparer la dispersion des utilisateurs en un coup d'œil. Et alors ensuite, là, il y a une partie du tableau de bord qui est encore assez simple, mais qui affiche en gros donc toutes les métriques dont j'ai parlé tout à l'heure, donc comme le taux de participation. Donc ici, la personne en l'occurrence, elle a posté 315 messages, la taille moyenne de ces messages. Donc ici, la personne, elle écrit en moyenne des messages de 37 mots, donc c'est pas très long comme message. Et alors ici, l'idée serait de voir est-ce qu'un utilisateur perçu comme un expert a tendance à répondre de façon très succincte ou a tendance à s'éterniser, à donner beaucoup de détails. Donc ça, c'est des choses que je voudrais vérifier après, voir un petit peu si c'est corrélé à une certaine perception de l'expertise. Alors ensuite, la longueur moyenne des mots. Et alors le nombre de reprises, donc c'est le nombre de citations que la personne fait quand elle répond à son message. Donc là, on voit par exemple qu'elle l'a fait 174 fois. Donc c'est un nombre normal. Et donc à côté ici, vous avez tout le temps un petit graphique avec la barre plus foncée qui vous affiche la situation de l'utilisateur par rapport aux autres utilisateurs. Donc, on voit que pour la longueur moyenne des mots, par exemple, l'utilisateur est au-dessus de la moyenne, donc il utilise des mots un peu plus longs que les autres utilisateurs. Et alors ici, sur le côté, donc, vous avez un nuage de mots qui vous affiche les concepts médicaux que la personne a utilisés dans ses messages. Donc, le nuage ici est un peu interactif, donc vous pouvez naviguer dans le nuage. Ici, comme c'est une capture d'écran, il est un peu figé, mais donc plus un mot est grand, plus il apparaît dans les messages. Donc, c'est la taille des mots est en fonction de la fréquence dans les messages de l'utilisateur. Et donc, on voit ici donc, c'est un utilisateur qui est très actif dans le forum boulimie. Et effectivement, on voit qu'il parle beaucoup de poids, d'anorexie, de maladie, etc. Alors là, ici, c'est un autre utilisateur, un petit peu pour montrer, qui parle aussi d'autres types de maladies. Donc, pour montrer en gros qu'il y a moyen de faire du regroupement d'utilisateurs en fonction des concepts. Et alors ensuite, un autre utilisateur que je voulais montrer, c'était cet utilisateur-ci. Donc ici, vraisemblablement, il est très actif dans le forum lié à la thématique de l'alcool, et de l'alcoolisme et des drogues. Et alors, ce que je voulais signaler ici, c'est que la personne, donc on ne voit pas très bien sur la capture, mais il effectue énormément de reprises des utilisateurs. D'ailleurs, on voit que la barre est totalement à droite. Ça veut dire que c'est une personne qui va systématiquement citer le contenu auquel elle répond et ensuite va écrire son message. Et par contre, la longueur moyenne des mots est un peu moins élevée que les autres utilisateurs. Et le taux de participation est moyen, donc il a quand même écrit 58 000 messages sur la plateforme, donc c'est quand même pas mal comme production. Et donc, je vais conclure. Donc, avec l'importante popularisation des réseaux sociaux, nous assistons à l'émergence d'un nombre important de communautés en ligne, qui mènent à la production d'un savoir collectif en constante élaboration et qui peut être consulté par tout un chacun. Que la recherche d'informations fiables sur ces communautés demeure un enjeu crucial et que ma recherche donc, vise à produire une typologie des différentes formes d'expertise qui pourraient être utilisées pour automatiser la détection de communautés d'expertise. Et donc, c'est un modèle qui combine à la fois des métriques chiffrées et des métriques plus linguistiques, donc qui s'intéressent plus au contenu. Et alors, l'ensemble des traitements algorithmiques qui sont opérés seront ensuite tous rassemblés dans un dashboard qui permettront de visualiser tous les résultats et ensuite pouvoir tirer des conclusions de ces chiffres. Voilà. C'est tout. Merci.